Bienvenue à ce rendez-vous sacré de votre magazine Actu 60, mesdames et messieurs. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous une grande intelligence congolaise à la personne du professeur Florimond Mouteba Chitenge, il est PCA de l'ODEP, professeur des universités, analyste politique indépendant, quelqu'un qui émet ses idées et objectifs pour l'avenir du Congo. Il est aussi auteur de 2 livres, Un avenir du Congo, je l'ai avec moi, Un avenir pour la République démocratique du Congo, nous allons aussi en parler, mais du moins avec lui aujourd'hui, nous allons parler sur l'actualité politique. Nous allons d'abord commencer sur le Centre d'études du développement d'Afrique. Il va essayer un peu de brosser sur cette question, sur cette grande organisation, l'objectif, la vision et les réalisations. Après, nous parlerons sur cette question qui refait surface, qui est rien d'autre que la révision ou le changement de la Constitution. Quel est son avis? Qu'est-ce qu'il pense quant à ce? Que fera l'opposition? Qu'est-ce que le peuple congolais peut faire face à cette question? Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat. Professeur Florimond Mouteba, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais très bien. Très bien. Comment se porte la RDC? Très mal. Très mal comment? Non, mais parce que, vous voyez, madame, après 63 ans d'indépendance, il y a eu 5 chefs d'État, si je ne me trompe pas. Le dernier est arrivé, bien sûr, comme vous le savez, par la fraude. Il est arrivé en fin 2023. Donc, il est dans son 2e mandat. Mais nous le voyons, on n'a pas de perspective fiable d'avenir. Vous voyez, d'abord, la première chose, madame. Vous voyez, madame Soumina. Madame Soumina a été nommée Premier ministre par le président de la République. Cette année, elle n'a pas encore fait... Elle est arrivée à ses 100 jours. Mais madame Soumina, avant de venir au gouvernement, comme chef du gouvernement, était d'abord ministre du Plan. Et en tant que ministre du Plan, elle avait une grande tâche. La tâche de mme Soumina était de penser déjà en 2023 à doter notre pays d'un plan national stratégique de développement. Parce que celui que nous avions arrivait à sa fin en décembre 2023. Donc aujourd'hui, nous sommes avec vous. Aujourd'hui, nous parlons. Nous n'avons aucune boussole nationale sur le développement, l'avenir de notre développement dans les 5 prochaines années et au-delà. Cette faute est d'autant plus grave que vous savez, madame, tout ce qui est budget, élaboration de cartes de dépenses à moyen terme et tout cela ne peut pas se faire de manière fiable s'il n'y a pas une boussole. S'il n'y a pas une boussole, et cette boussole, c'est le plan. Cette boussole, c'est le plan. Et jusque-là, rien du tout. Nous allons avoir le budget 2025, vous savez, il est au Parlement. Eh bien, ce budget a été élaboré sans aucune orientation. C'est-à-dire qu'il y a des orientations du gouvernement. Mais ce n'est pas ça la boussole pour un pays. La boussole pour un pays, c'est d'abord le plan. Et donc, vous comprenez que déjà à partir de ce moment-là, je ne peux pas dire que ça va. Parce que nous naviguons à vue. Et ça, c'est pas normal. Et jusque-là, je ne vois pas au niveau du gouvernement l'empressement, au niveau de la première ministre ou même du président de la République, l'empressement à en finir avec cette lacune importante, c'est-à-dire le manque de boussole. Alors, vous comprendrez alors pourquoi on fait ça à droite, on fait ceci à gauche, d'une manière, donc, on jette comme ça des petits projets ici ou là, on va les inaugurer. Nous ne pouvons pas penser que c'est ça qui peut faire l'avenir de notre pays, non. Et voilà, nous y reviendrons. Parlons d'abord du Centre d'études du développement d'Afrique, le CEDA. C'est quoi cette organisation? Veuillez nous présenter. Le CEDA, ça, vous faites bien de me poser la question, parce que parfois les gens ne savent pas à côté de l'enseignement ou à côté, que je ne fais plus parce que je suis un peu en retraite par rapport à ça, mais surtout à côté de l'ODEP, le professeur Mouteba fait quoi? À côté de l'ODEP,
nous avons le Centre d'études et de gestion du développement en Afrique. Ce centre, c'est un bureau d'études international. J'ai dit bien international parce que nous soumissionnons, quand il y a des projets au Congo de développement qui sont lancés avec le financement, par exemple, de la BAD ou de la Banque mondiale, ou tout simplement du gouvernement congolais, nous soumissionnons et nous arrivons à battre même les autres bureaux d'études qui ne sont pas congolais. En ce moment, par exemple, nous sommes en train d'exécuter un projet que nous appuyons, en fait, le ministère de l'Enseignement supérieur, concernant la question de la gratuité de l'enseignement. Ça fait 1 année et demie que nous travaillons là-dessus. Et au moment où nous parlons, nos équipes sont en Bujimaï pour former les enseignants, pour les renforcer, n'est-ce pas? Pour les renforcer. Plus particulièrement ici, c'est la dimension appui à la direction administrative et financière du ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, nous sommes en train, entre autres, de renforcer les capacités des cadres, donc de la direction administrative et financière de notre ministère de l'EPST. Et donc, aujourd'hui, dans quelques jours, le SEDA va commencer, va appuyer le renforcement des capacités des entreprises d'État. Il y en a pour l'instant, je sais que nous en avons 114, mais l'expérience va se faire sur 11, dont la Gécamine, la SNEL, la RJ2, etc. Donc là aussi, nous avons gagné un marché avec la Banque mondiale et le COREF. Le COREF, c'est le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, pour pouvoir préparer un plan de formation. Un plan de formation pour toutes ces structures-là qui s'occupent de... donc vous savez qu'il y a une conférence sur les entreprises publiques avec le ministère de portefeuille, aussi d'entreprises portefeuille. Mais notre rôle est de... donc comment faire pour renforcer les capacités des ressources humaines de ces entreprises du portefeuille. Pour l'instant, le contrat couvre seulement 11 entreprises, mais également le comité de réforme, le COPIREP, sur les entreprises publiques, le conseil supérieur du portefeuille, notamment le secrétaire général du portefeuille, et quelques entreprises qu'on a choisies au départ, comme des grandes entreprises structurantes comme la Gécamine, la SNEL, la RJ2, la SNCC, etc. Donc le plan de formation que nous préparons va concerner donc ces entreprises-là. Vous travaillez avec quel ministère ici, avec le gouvernement? Le SEDA. Oui. Non, le SEDA est une entreprise, un bureau d'études privé. Comme il y en a en Europe, aux États-Unis, etc. C'est un bureau d'études privé. Et il n'y a aucun ministère qui est derrière vous pour vous seconder? Bon, c'est-à-dire que c'est plutôt nous qui appuyons le ministère. Nous avons déjà, dans notre histoire, appuyé le ministère du Développement rural, agriculture, plan. Aujourd'hui, par exemple, l'année qui va se terminer, nous avons doté le ministère du plan des outils, notamment celui-là, donc pour aider pour une meilleure gouvernance des investissements publics. Donc jusqu'ici, la chaîne des investissements publics, elle est vraiment en panne. Et c'est là où la coopération belge a décidé d'appuyer le ministère du Plan. Vous savez, le ministère du Plan travaille avec 59 directions des études et des planifications de notre pays, c'est-à-dire tous les ministères. Et tous les investissements publics se font par une programmation qui débouche sur ce qu'on peut appeler un PIP. C'est le programme d'investissement public. Dans ce programme, tous les ministères, toutes les institutions, comme les entreprises publiques, etc., sont dans ces programmes. Et les ministères du Plan, avec la direction de la programmation et budgétisation, coordonnent tout ça. Mais donc, il faut maintenant des outils qui permettent à chaque bénéficiaire des fonds d'investissement public de préparer ses projets
suivant son programme, mais aussi suivant les orientations du plan. Vous comprenez pourquoi je déplore l'absence du plan. Alors, en ce moment-là, la DPB regroupe tous ces investissements pour doter le pays de ce qu'on appelle un programme d'investissement public. Alors, quelle est la vision principale du CEDA? Le CEDA, c'est un centre d'études, d'abord, mais un centre d'études et de gestion du développement. Et donc, nous sommes là pour appuyer le développement du pays de manière intelligente, n'est-ce pas? Nous concevons, nous faisons, publions, comme vous voyez, mais c'est dans le but de notre vision, allez, je dois le dire, bombiste, n'est-ce pas, au vrai sens du mot, parce que c'est la référence pour le nationalisme dans notre pays, c'est pas triste, mais nous sommes ses disciples, et pour être réellement disciples de Lumumba, vous êtes obligés de faire les choses qui vont dans le sens d'aider le pays. C'est comme ça que l'ODEP, que vous connaissez aussi bien, l'ODEP est un instrument de la lutte pour l'amélioration de la gouvernance du pays, toujours pour rester dans la vision lumbiste du développement du pays. Et voilà, professeur, la dernière question par rapport au Centre d'études du développement. Je voudrais savoir quelles sont les réalisations concrètes. Oh là là, madame, il y en a tellement. C'est-à-dire, je viens de vous parler cette année déjà d'au moins 3. Mais le CEDA a surtout formé. Nous avons formé des milliers, alors vraiment des milliers de... Parce que, par exemple, je pense seulement l'année 2000, à partir de 2007, 2008 et jusqu'à maintenant, en 2007 déjà, on a appuyé le ministère du Développement rural. Donc c'était le PARSAR, le programme d'appui à la réhabilitation du secteur agricole et rural. Et là, nous avons formé plus de 1500 ou 1900 personnes. Ensuite, il y a un nouveau programme qui est arrivé, le PRESAR. Ça, c'était, bon, le PARSAR, c'était pour les Congo central, c'était pour donc le Bandundu et le Kinshasa. Le PRESAR, c'était Kinshasa. Donc ça, c'est des gros projets c'est des projets qui ont coûté beaucoup d'argent. Et pour lesquels nous avons eu des résultats, de très bons résultats. Malheureusement, par exemple, pour les projets du Pressar, de Katanga et de Kassai. Par exemple, vous voyez... Donc, on l'associé pendant vos activités. Ils étaient associés parce que le projet, nous l'avons fait en harmonie avec, comment dirais-je, le projet Pressar, c'est-à-dire les structures d'encadrement de l'État, n'est-ce pas? On a travaillé en collaboration avec eux pendant que nous exécutions notre programme, que ce soit pour la sécurité alimentaire ou pour le Bas-Congo, donc le Bandundu, essentiellement côté Kikwit. Non, nous étions toujours en collaboration avec l'État, avec le gouverneur même de ces différentes provinces. À chaque fois qu'on démarrait, le gouverneur venait pour démarrer. Donc le CEDA a fait un grand travail, mais parfois l'État n'a pas repris, n'a pas eu de relais après. Parce que, par exemple, nous avons structuré les milieux ruraux, c'est-à-dire dans le sens où on a doté les milieux ruraux de plateformes. On a renforcé les associations rurales, les plateformes, et nous avons créé dans chaque province une fédération, n'est-ce pas, des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs, etc. Je pense que le message était bien passé. Le message était bien passé, mais l'État n'a pas récupéré. Parce qu'une fois que le financement de la BAD, nous on a travaillé avec la BAD à l'époque. Une fois que le financement de la BAD est terminé, nous aussi on avait fini le projet. Chaque fois c'était 2 ans. Mais après, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que l'État reprenne en main l'appui aux fédérations, aux plateformes agricoles. Il fallait qu'ils le reprennent. Par exemple, actuellement, avec le programme de 145 territoires, apparemment, ils ne sont même pas au courant de ce genre d'expériences qui ont été effectuées dans les ministères avec nous, agriculture, développement rural, plan, etc. Ils ne sont pas au courant. Ils ne cherchent même pas à savoir. On fait 145 territoires, mais
vous n'allez pas voir que les 145 territoires sont dotés des structures que nous avions mises en place à l'époque. Et encore récemment, le SEDA en 2016, nous avons eu encore à former plus de 550 agents de l'administration, de notre administration, dans un projet qui était, nous avons fait en partenariat avec le plan. J'ai dirigé un institut de développement pour les pays en développement, l'IFCAD, l'Institut de formation des cadres pour le développement, pendant 15 ans en Belgique. J'étais le premier et le dernier directeur noir de cet institut. Malheureusement, après moi, il n'y en a plus. Avant moi, il n'y en avait pas. Mais moi, j'ai enseigné dans cet institut. Notamment cette matière que tu vois là. Aujourd'hui, il rentre public chez nous ici. J'ai enseigné longtemps. Mais comment préparer des projets, des bons projets, comment les évaluer les résultats, etc. Mais à un moment donné, le directeur qui était là, belge, a décidé d'aller travailler à l'université de Louvain. Alors, du coup, le poste de directeur a été resté vide. Et le conseil d'administration qui m'avait vu venir, parce qu'à l'époque, j'étais, à ce moment-là, je crois qu'on était 1 ou 2 enseignants du tiers-monde, je ne dis pas du Congo, mais du tiers-monde. Il y avait l'Érythréen, et puis il y avait moi, un Équatorien, et il fallait maintenant choisir entre nous qui pouvait prendre, parce que tout ce temps-là, il n'y avait que les Belges qui prenaient la direction de l'Institut. Eh bien, les choses a fait, ou Dieu a fait que cette fois-là, ils ont décidé de me prendre. Et j'ai fait 15 ans à l'Institut comme directeur, et les 4 dernières années, il m'avait fait même membre du conseil d'administration. J'ai cumulé la direction générale de l'Institut et la présidence du conseil d'administration pendant 4 ans. J'ai 4 ans parce qu'après, j'ai quitté de moi-même parce que dans un projet qui était, nous avons fait en partenariat avec le plan, le ministère du plan. Le PMRH s'appelait le projet, ça s'appelait comme ça. Et nous avons formé mais cette fois-là, nous l'avons fait avec un partenaire français qui s'appelle l'Institut Forum, qui est à La Rochelle. C'est avec eux que nous avons fait, avec eux nous avons fait au moins 4 projets, plus même d'ailleurs. Mais les projets, par exemple, par ça, c'était avec eux. Ça, avec eux. Sensibilisation, ça c'est nous-mêmes. Et les projets de 2016, on a fait aussi un partenariat avec eux. Nous avons des partenaires. Avec eux, par exemple, on a un partenariat depuis plus de 10 ans avec ces Français. Et ça se passe très bien. Tu vois. Ils sont d'ailleurs souvent étonnés du monde, on n'a jamais vu ça. Les Congolais en général ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Mais vous êtes quand même incroyable. Je dis non. Moi, d'abord, c'est vrai que j'ai vécu longtemps en Europe. J'ai une culture de travail européenne, la voiture, et puis l'efficacité, quoi. Certains disent que vous êtes trop dur. Non, je suis les règles, je suis les valeurs. Et un animateur de développement doit avoir, n'est-ce pas, ou un gestionnaire. Trop rigoureux. Non, mais regardez, vous savez, les projets dont je vous parle, c'est des projets parfois qui étaient des projets de 1,5 million, 2 millions, etc., etc. Mais je les ai gérés avec mes amis français sans problème. Moi, j'avais eu des problèmes que non, là-bas, il n'y a plus d'argent, non. Il y a des projets parfois qui s'est terminé avec un bonus. Nous avons fait, mais il reste 20 000 pardon, ou 30 000 $. Et avant de commencer un autre, nous avons déjà de l'argent pour commencer. Voyez, donc, c'est un problème des règles. Vous savez, madame, souvent, peut-être par humilité, je n'en parle pas beaucoup. Pendant 15 ans, en Belgique, j'ai dirigé un institut de développement pour les pays en développement, l'IFCAD, l'Institut de formation des cadres pour le développement, pendant 15 ans en Belgique. J'étais le premier et le dernier directeur du noir de cet institut. Malheureusement, après moi, il n'y en a plus, après moi, il n'y en avait pas, mais moi, j'ai enseigné dans cet institut. Notamment cette matière que tu vois là.
Aujourd'hui, j'ai rempli de chef ici. J'ai enseigné mon plan. Comment préparer des projets, des bons projets, comment les évaluer les résultats, etc. Mais à un moment donné, le directeur qui était là, a décidé d'aller travailler à l'université de Lyon. Alors, du coup, le poste de directeur a été resté vide. Et il a causé l'administration qui m'avait vu venir parce qu'à l'époque, j'étais à ce moment-là, je crois qu'on était un ou deux enseignants du tiers-monde, je ne dis pas du Congo, du tiers-monde. Il y avait l'Érythréen, et puis il y avait moi, un Équatorien, et il fallait maintenant choisir entre nous qui pouvait prendre, parce que tout ce temps-là, il n'y avait que les Belges qui prenaient la direction de l'Institut. Le président Laurent Désiré Kabila qui avait entendu parler de moi, donc il m'a fait appeler par un ami, Étienne Chambaya, qui était le tout premier ministre de la reconstruction de l'AFDEL. Il m'a fait venir pour me confier un grand projet. Il m'a dit non, vous êtes un spécialiste de développement, concevez-nous un projet d'une conférence qui va faire l'état des lieux de notre développement depuis les années 60. C'est un grand projet. Bon, j'ai accepté, j'ai été nommé coordonnateur de ce projet, mais j'étais sous la tutelle du ministère de la Reconstruction, d'Étienne Chambaya. Pendant 7 ans, nous avons fait ce travail. C'est-à-dire, c'était des conférences qui partaient de collectivités. On faisait les états des lieux de chaque collectivité, de chaque territoire et de chaque province. À l'époque, il n'y avait que 11 provinces. Donc, en plus ou moins 7 mois, nous avons terminé ce grand travail. Mais il fallait faire la conférence nationale. Mais là, c'était les autres, hein, les résultats des états des lieux des 11 provinces, on devait maintenant centraliser à Kinshasa pour pouvoir avoir un moyen de faire un plan national stratégique de développement, mais qui partirait de la consultation à la base. La politique s'est mêlée. Alors à l'époque, comble de malheur, moi je suis kassaïen, le professeur Baya, mon collègue, qui était le ministre de la reconstruction kassaïen, et nous, Babi Mbaya. Non, Mbaya Richard Mbaya. Babi que je crois, Babi aussi, on se connaît très bien. Il nous a décédé malheureusement. Oui. Babi était ministre du plan. Mais à l'époque, on avait innové au niveau de la FNEL. La FNEL avait créé, d'ailleurs, sous ma recommandation, j'avais demandé qu'on crée un ministère de la reconstruction nationale et qui va traiter également des problèmes d'urgence, comme on vient d'arriver d'une guerre, qu'est-ce qu'il faut faire. Et Kabila a accepté. Kabila a accepté. Il n'est pas comme ceux à qui je propose des choses beaucoup plus aujourd'hui, mais qui me regardent comme un ennemi. Et voilà. Alors que je ne fais que proposer. Changeons aussi de chapitre maintenant. Professeur, parlons un peu de cette question, la révision ou le changement constitutionnel. Ouais. Quand vous avez appris cette situation, à quel état d'esprit avez-vous reçu ça? Voilà, madame. Vous savez, d'abord, la Constitution, c'est un texte fondamental. Mais au fur et à mesure qu'une Constitution peut être mise en œuvre, on peut constater qu'il y a des articles qui ont des problèmes, qui ne sont pas adaptés à certaines situations, etc. Mais non, donc, il peut se faire que, à un moment donné, on a envie d'une manière ou d'une autre de relire la Constitution et de la revisiter pour voir si elle est toujours, comment dirais-je, adaptée à la situation d'un pays. Un pays d'ailleurs qui est en guerre, un pays qui vit un sous-développement intense. Maintenant, le problème, madame, c'est quoi? C'est l'état d'esprit de nos amis de l'UDPS, l'état d'esprit du président de la République lui-même, qui veut avoir un 3e mandat. C'est pas un procès d'intention? Non, je reviens. Allez-y. C'est pas un procès d'intention parce que les hauts responsables de l'UDPS l'ont crié avant même que le président ne parle de la révisitation. Vous avez suivi Kabouya, vous avez suivi tous ces gens qui parlaient d'ailleurs, nous on va faire aussi 20 ans, etc. Ils ont annoncé les couleurs bien avant.
Bon, nous, on a cru que c'était, il parle, et puis ça va passer. Non. Hier, Tsakani, le président parlait des changements de constitution. Vous comprenez? Alors, toute l'opinion nationale a lié le discours annonciateur de M. Kabouya et les autres au discours du président. Ça veut dire que le contexte devient perturbé, vicié. Pourquoi? C'est un projet qui part de leur discussion interne, hein, que Kabouya a fait un peu le fou. Et il a annoncé les fous d'Ivoire, comme on dit, il a annoncé, et le président annonce. Et quand le président annonce, il commence même à menacer. Il commence à menacer. Vous avez entendu Al-Bombashi. Il était prêt à arrêter des gens qui, comme nous sommes opposés à cette visitation. Il a dit. Mais effectivement, c'est lui le garant de la nation, non? Non, attendez, le garant de la nation. Il n'a pas le droit d'initier la révision de la Constitution? Je ne dis pas ça. Mais le garant de la nation doit initier cette visitation dans un climat serein. Dans un climat serein qui ne va pas provoquer des affrontements. Aujourd'hui, on est deux camps. Ceux qui refusent, non pas parce qu'ils ne pensent pas que... Parce que j'ai vu, on a fait un procès d'intention à Sessanga, en disant non, l'autre année là, Sessanga parlait de révisitation. Non, attends, je viens moi de le dire. Quelle constitution peut être effectivement révisitée? Mais dans quel contexte? Vous voyez les contextes dans lesquels les climats créés par le président de la République, c'est-à-dire le président de la République pense que des gens comme vous ici, des intellectuels indépendants, nous ne pouvons pas parler. Et ils pensent que ça va marcher. Que nous là, on ne va pas parler. Non, on préfère qu'ils viennent, qu'ils amènent une armée entière pour m'empêcher de parler. Moi, je parlerai toujours de ce qui est bon pour notre pays. Vous savez, madame, si on a un peu de minutes, je voudrais vous expliquer comment cette révisitation aurait pu se faire. Allez-y. Vous savez, en début d'année, j'ai échangé, je ne donnerai pas le nom pour ne pas le trahir, j'ai échangé avec un proche du président, très proche, mais qui est un ami, on a parlé. Je lui ai dit, voilà, comme le président vient de gagner des élections, l'idéal serait que nous refassions un remake de la conférence sur la reconstruction de Laurent Désiré Kabila en 97-98. Alors cette conférence va aborder, aujourd'hui 25 années après la première, tous les sujets qui nécessitent que le Congolais s'y penche pour reconstruire leur pays. Mais vous voyez, dans ce sujet-là, il y a la Constitution. Oui, comment peut-on parler de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité, de la décentralisation, sans parler aussi de la révision constitutionnelle? Donc, dans le cadre d'un tel projet, et comme je voulais expliquer ce projet tout à l'heure, avec Musée, on est parti de la base. Vous pensez que dans les collectivités locales, ça ne vaut pas la peine de discuter la Constitution? Dans les collectivités locales, vous pensez que dans les 145 territoires, ça ne vaut pas la peine? Ça veut dire quoi? Les discussions partiraient de la base et arriveraient à Kinshasa. Et à Kinshasa, lors de la synthèse globale de la conférence nationale, il y aura un atelier spécial sur la Constitution. Et cet atelier-là pourra regrouper tous les avis des Congolais synthétisés depuis la base jusqu'à Kinshasa. Selon vous, vous soutenez la révision ou le changement de la Constitution? Parce qu'il faut savoir nuancer. Je dis, on peut faire, tout peut se faire, mais je dis, moi, ça doit partir d'une discussion à la base, à partir des collectivités locales, territoires, les 26 provinces, et puis on ramène tous les avis ici, et à ce moment-là, nous verrons qu'est-ce que les Congolais veulent, révisitation ou changement. Nous prenons ce que les Congolais veulent. Et à ce moment-là, on peut, après seulement la conférence et l'atelier qui aura lieu à la conférence sur cet aspect-là, maintenant nous pouvons dire, allons maintenant dans les faits, comment on va faire? Nous avons maintenant les conclusions des Congolais. Monsieur le Président, nous faisons comment? Mais il fait l'inverse. Mais lui, il a dit, il impose. Il y aura une commission
Non, mais c'est sa commission, vous comprenez? C'est sa commission. Et dans cette commission, madame, vous voyez par exemple, il y a une autre question qu'on peut se poser. En 2023, vous avez vu comment dirais-je, la vaste corruption, la vaste tricherie, la vaste fraude qui a accompagné l'élection. Aujourd'hui, tous nos députés, tous nos élus, je dirais complètement tous nos élus, qui peut nous dire qu'il a réellement gagné l'élection? Qui? Quand nous avons vu, la Senco a fait un travail où elle nous parlait de combien? De 13 000 machines. 13 000 machines qui ont circulé. Maintenant, dites-moi, madame, vous croyez que moi, ici, je peux faire confiance au président dans ces conditions-là, pour lui dire, allez, revisitez la Constitution? La réponse est non. Les référendums dont il parle. Vous imaginez la machine à frauder qu'il y aura, parce qu'on est déjà habitué, non? Vous imaginez? Donc, nous voyons déjà en avance une énorme machine, n'est-ce pas? Des machines qui circulent dans les maisons comme par le passé. Ça sera même plus. Parce que là, maintenant, ils sont rodés. Ils ont vu qu'on les avait attrapés la fois dernière. Maintenant, ils vont faire encore mieux pour que la fraude soit encore vraiment fignolée. Voilà ce qui va se passer avec le référendum. Professeur Mouteba, j'aimerais savoir, dans cette constitution-là, j'aimerais qu'ils nous soient tous francs, le public qui vous suit. Parce que, quelles sont les dispositions, selon vous, qui gênent, qu'on doit changer? Pour moi, jusqu'ici, je dois vous avouer que je considère que la révision, même là, même si j'en parle, mais avec une autre méthodologie, cette révision-là n'est pas une urgence. Ce qui est urgent aujourd'hui, madame, c'est le développement de notre pays. Nous ne faisons que nous cogner les têtes contre le mur. Vous circulez à Kinshasa, vous voyez les noms. Vous voyez mon fils ici qui est en train de nous tourner. Il a l'âge de beaucoup de jeunes Kinois. Mais je suis très heureux de voir que lui, il travaille. Oui. Mais comme lui, qui ne travaille pas, il y a des millions, madame. Les millions de jeunes comme ça sont abandonnés dans la rue, ils ne font rien. Est-ce que vraiment vous pensez que la préoccupation que nous devons avoir aujourd'hui, c'est celle de changer la Constitution? Et d'abord, ces jeunes gens ici. Oui. C'est eux d'abord. Sagani, il a promis de créer des millions d'emplois pour les jeunes. Il promet depuis qu'il est là. Tout ce que moi j'ai vu dans ces promesses, c'est quoi? C'est découvrir les malfaiteurs, comme qu'a dit Nicolas. Découvrir ces genres de malfaiteurs. Vous voyez, ils volent 80 millions de dollars. Ils en ont fait quoi? Je ne sais pas, lui et ses collègues. Nicolas Kazadi est découvert par le chef de l'État ou encore il a été acquitté par la justice? Non, la justice est instrumentalisée par le chef de l'État. Je l'ai dit. La dernière fois, quand j'ai fait mon message sur les États généraux, j'ai dit que les magistrats congolais sont d'abord très mal payés et que ces magistrats ne sont pas le problème. Le problème, c'est la manipulation dont ils sont obligés par le pouvoir exécutif. Essentiellement par le chef de l'État, je le dis ici, je le répète. N'est-ce pas? Et donc, nous avons des problèmes fondamentaux à régler. On en a tellement. Tous ces jeunes qui sont au chômage, on a tellement de problèmes à régler. Non, lui, il va s'approcher à une histoire, créer un faux débat, distraire le Congolais avec une histoire de révision constitutionnelle, tout simplement parce qu'il veut qu'on change un article. C'est celui-là qui peut lui permettre de briguer un troisième, un quatrième mandat. Je crois que lui, il ne mettra même pas les limites. Il pourra. En fait, mais le problème, c'est que ce sont des gens. Je ne sais pas, ils vont à l'église. Vous savez, j'ai suivi le pasteur Dallot hier. Ah, j'ai été tellement le pasteur du chef de l'État. Oui, c'est pour cela que j'ai pleuré. Je vous dis, déjà, je dois l'appeler le pasteur Dallot. S'il m'écoute, il ne sait pas à quel point il m'a fait plaisir. Ah bon? Ah oui, parce que à qui il s'adressait? Dallot, il s'adressait à qui? Les voleurs, les sissi, tout ça, c'est qui? Donc je dis, enfin les hommes de Dieu commencent à comprendre comme moi que les problèmes se trouvent dans quelques personnes. Alors,
Qu'allez-vous faire maintenant? Parce qu'il y a l'opposition déjà qui s'organise. Pour l'instant, nous résistons. Pour barrer la route. Est-ce Nous que résistons. Nous allons barrer la route. Vous verrez. vous serez à mesure de barrer la route? Mais vous savez, moi... Félix Tshisekedi a dit, il est le garant de la nation, personne ne peut empêcher son avis. Et vous oubliez qu'il a l'armée, il a la police, Madame, il a l'ANR. Madame, je suis profondément croyant. C'est une dimension peut-être de moi que beaucoup de Congolais ne savent pas, qu'ils sachent que je suis profondément croyant. Madame, moi je peux passer des nuits entières à prier, à jeûner, etc. Comme vous me voyez là. Ceux qui ne connaissent pas cette dimension-là de moi, et surtout vous là qui dirigez, sachez ça. Que mon débat, je ne fais rien au hasard. Je fais ce que je fais parce que je sais que Dieu est avec moi. Il me soutient dans tout ce que je fais. Je fais rien au hasard. Alors, je dis, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, vous savez, tout peut arriver pour empêcher ça. Tout peut arriver. À partir du moment où Dieu est avec nous, tout peut arriver pour empêcher ce qui est mauvais pour le Congo. Et nous revenons ce matin. J'ouvre mon téléphone. Au moment où on m'a envoyé une vidéo là, du pasteur Dalo. J'ai entendu le pasteur Dalo parler. J'ai dit non, effectivement, avec Dieu, tout est possible. C'est possible. C'est le pasteur du président. De quel voleur il parle? De quel voleur? Ce que le président couvre là, c'est pas ça. Les Kazadi, et autres. Lui couvre ces gens-là. Puisque Dalo vient de les désavouer. C'est un désaveu du pasteur Dalo, de son disciple. Un désaveu public. Et moi, je dis, pasteur Dalo, continuez comme ça. Vous êtes dans la bonne voie. Continuez à dénoncer. Ce n'est pas de la manipulation. Par qui? Dalo peut être manipulé par le président de la République. Mais ici, c'est l'inverse. Oui, oui, d'accord, je crois. Ça doit être la manipulation de Dieu. Oui. Dalo est manipulé par le Saint-Esprit. Il est manipulé par le Saint-Esprit. Et il ne peut pas résister au Saint-Esprit. En tant qu'apôtre de Dieu, ça a explosé chez lui. Il n'en pouvait plus. Et moi, ce matin, je vous dis, madame, j'ai versé quelques larmes quand j'ai entendu Dalo. Je dis, oh Seigneur, cette affaire n'est plus seulement à nous seuls. Cette affaire devient à tous nous tous, tous les Congolais. Vous voyez, par exemple, la Cinco. La Cinco résiste avec nous. Contre cette histoire de visitation de gens. La Cinco résiste avec nous. Mais croyez-moi, maintenant on est avec les Dalo. Ça va continuer. Ça va continuer. Professeur, parlons un peu sur les conclusions des États généraux de la justice. Ouais. Les magistrats s'y opposent sur les conclusions. Comment vous trouvez? Mais moi, j'ai été le premier à défendre les magistrats. J'ai dit qu'il n'y a pas un problème de magistrats, il n'y a pas un problème de justice malade, il y a une instrumentalisation de la justice par Félix Tshisekedi. Je l'ai dit. On m'a dit, tu es dur. J'ai dit, mais c'est ça la vérité. Sinon, comment voulez-vous qu'un homme comme Kazadi soit libre? Mais on a manipulé la justice. Ses amis l'ont accusé hier. Roubota. Oui, Roubota l'a accusé. Et donc, mais tout ça rend le président de la République insensible. Alors vive Dalo, quand il dit qu'il parle de voleurs, et ces voleurs sont couverts par son propre disciple. Mais en même temps, c'est le même Dalo qui a quelques jours, lui a dit un mandat, oui, pas de troisième mandat. Toujours Dalo. Mais je vais rencontrer ce monsieur. Je fais tout pour les rencontrer parce que je vois que nous sommes maintenant en train de mener le même combat. Eh bien, je crois que je vais les rencontrer. Parce qu'avec l'Église catholique, je suis en très bonne... Vous êtes catholique? Oui, je suis catholique. À fond. Et ça vous fait quoi lorsqu'à tout moment, quand le cardinal Ambongo s'exprime et met son point de vue, lorsqu'il est attaqué? Mais moi, je suis avec Ambongo. Quelque part aussi, il déborde. Non. Le cardinal ne déborde pas. Mais, vous savez, je vais raconter une histoire que j'ai vécue. En 2001,
j'étais coordonnateur de la campagne nationale pour la paix en RDC. Cette campagne était une plateforme de toute la société civile. Et on m'avait confié la direction de cette campagne. Nous sommes en janvier 2001, nous sommes le 8. Le 8, nous sommes réunis à Lindongue. Quand je dis nous, c'est presque toutes les églises, y compris les églises de réveil. La société civile. Moi, en tant que coordonnateur de la campagne, je ne pouvais pas ne pas être là parce que c'était la campagne de la société civile. Nous décidons, comme à l'époque le président Kabila s'entêtait à faire la guerre, c'est pour que cette guerre, nous n'étions pas bien outillés pour la gagner. C'était, nos enfants ne faisaient que mourir là-bas, mourir. Et nous avons dit non, on va faire une marche le 16 février, en souvenir de l'autre 16 février de 92, avec Mobutu, pour dire non à la guerre. On a fait ça, et puis tout le monde a dit non, nous allons confier la mise en œuvre à la campagne, mais que moi je dirigeais à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Le 10, on avait une réunion toujours à la campagne pour commencer à préparer la marche. Même que à l'époque, les prêtres là n'ont pas pu me joindre à temps parce que on avait annulé cette réunion-là, le 10. Malheureusement, moi je suis venu, il y avait d'autres amis qui sont venus là-bas. Je pense à l'ancien ministre honoraire Mbosso Kiamputu, Simon, qui est aussi un combattant de longue date, et il devait venir me rejoindre à la campagne. L'année débarque, il m'arrête avec 3 compagnons qui étaient là, et il nous amène au siège de la mer. Nous sommes les 10. Entre-temps, le président Kabila a tapé sur l'église comme pas possible. Parce que Monseigneur Tchaou avait dit, tant que la guerre est là, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, à midi ou 13h, le cloche doit sonner. C'était ça. Et les 10, pardon, les 16, le président Kabila est assassiné. Je pense qu'en voulant combattre le corps du Christ, le président Kabila s'est affaibli. Il y a eu des failles, n'est-ce pas? Pourquoi? Il a voulu combattre le corps du Christ. Maintenant, moi je m'adresse particulièrement à l'antisémitisme. Ne combat pas le corps du Christ. Si tu entres dans ce qu'avait les erreurs fatales que Kabila avait fait de combattre le corps du Christ, ok, que le diable te garde, que le diable te sauve. Ne fais pas ça. Il faut cesser de combattre le corps du Christ, sinon tu vas en payer le prix, le plus fort. Monsieur, parlons un peu sur la gestion de la vie de Kinshasa. Comment vous en trouvez? Catastrophique. Rien n'a changé. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, vous voyez. Parce qu'il y a les embouteillages, il n'y a pas de route, il y a la sécurité des Koulouna. On ne sait que faire. Donc qu'est-ce qu'il faut? Mais regarde, d'où viennent nos gouverneurs? Ils ont quel background? Vous voyez? Ils ont quel background? Moi, je ne vais pas citer le nom. Il y en a eu tellement qui n'étaient pas dignes d'être gouverneurs de Kinshasa. Peut-être le seul, c'est le professeur, comment il s'appelle encore? Il a été directeur de cabinet Bon, c'est le seul qui avait les niveaux. C'était ce monsieur-là, le seul qui avait les niveaux. Les autres, vous voyez, regardez dans cette ville, regardez un peu, regardez la santé. Moi, quand je sors d'ici, je suis obligé de prendre le petite route là. Pourquoi? Parce que la route qui conduit jusqu'au marché, il y a plein d'eau. Il y a plein d'eau. Il y a plein d'eau, donc ça peut stagner là-bas des mois et des mois. C'est ça la vie de Kinshasa. Moi, je pense que c'est ça que moi j'ai vu au quotidien ici. C'est ça la vie de Kinshasa. Donc, vous savez, j'ai été une fois obligé d'arranger l'entrée de mon avenue là. Tout seul. Parce que je dois sortir
l'entrée, je ne pouvais pas faire. Donc j'ai sorti des 150 $, j'ai donné aux jeunes maçons et autres, j'ai dit, bon, arrangez-moi les passages. Je ne veux pas les demander aux voisins, je ne connais pas leur situation, pour aller les emmerder avec ça. C'est la responsabilité de l'État. Quand je dis État, ce n'est pas seulement l'État central, mais c'est aussi les communes, etc. Mais j'étais obligé de faire ça moi-même. Derrière ici, au moment où j'avais commencé à construire ici chez moi, il y avait un ravin qui s'est déclaré. Ah bon? C'était en 2010. Un ravin s'est déclaré. Alors, il y a un voisin aussi, qui était plus ancien que moi ici, qui travaille dans une banque, je crois. Il m'a dit, mes profs, vous savez, les ravins là, moi vous rattrapez. Moi aussi, vous n'êtes pas loin de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Lui et moi, nous avons cotisé, à l'époque, à peu près 1000 $, pour acheter des sacs, mettre le sac, et tout. Vous voyez que nous sommes obligés d'étirer sur nos maigres revenus pour pouvoir faire les travaux. Les minimums qui peuvent nous permettre à nous, hein, peut-être qu'ils avons aussi des voitures, de pouvoir entrer et sortir. Vous voyez. Donc aujourd'hui, nous sommes en train, toujours dans notre quartier, de voir dans quelle mesure faire face à cette stagnation permanente de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez sortir, qu'est-ce que nous allons nous cotiser pour pouvoir faire ce travail? Voilà où nous en sommes. Là, on va parler de la ville de Kinshasa. Je vous donne les exemples de ce que moi je vis. C'est terrible. Selon vous, quel est le profil d'un gouverneur qui pourra réussir à amener l'épanouissement dans cette ville? D'abord, au départ, il appartient à quel parti politique? Ça, c'est un. L'UDPS. Voilà. Est-ce que l'UDPS a un projet politique? Est-ce que l'UDPS sait où il faut amener le Congo? Non. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, parce que l'UDPS n'a même pas pu doter le Congo d'un plan. Un plan stratégique de développement, il n'y a pas. Donc, le gouverneur ne peut que suivre les orientations d'abord du plan, n'est-ce pas? À partir de là, il fait un effort pour faire une planification locale, provinciale. Même les collectivités doivent en avoir, hein, les territoires. Donc, en ce moment-là, à partir de cette petite orientation nationale, tout le monde à la base fait son plan, et y compris la ville. Vous voyez, ils ont quelques backgrounds. Là, je ne vais pas citer le nom. Je veux pas, il y en a eu tellement qui n'étaient pas dignes d'être gouverneurs de Kinshasa. Hein? Peut-être le seul, c'est le professeur, comment il s'appelle encore? Il a été directeur de cabinet de musée. Bon, c'est le seul qui avait le niveau. Hein? C'était ce monsieur-là, le seul vraiment, qui avait le niveau d'être gouverneur de la ville de Kinshasa. Les autres, vous voyez, regardez dans cette ville, regardez un peu, regardez la saleté. Parce que moi, quand je sors d'ici, je suis obligé de prendre les petites routes là comme ça. Pourquoi? Parce que la route qui conduit jusqu'au marché, il y a plein d'eau. Il y a plein d'eau. Il y a plein d'eau, donc ça peut stagner là-bas des mois et des mois. C'est ça la vie de Kinshasa. Moi, je vois seulement ce que moi j'ai vu au quotidien ici. C'est ça la vie de Kinshasa. Donc, vous savez, j'ai été une fois obligé d'arranger l'entrée de mon avenue là. Tout seul. Parce que je dois sortir de l'entrée. Je ne pouvais faire. Donc, j'ai sorti des 150 $. J'ai donné aux jeunes maçons et autres. J'ai dit, bon, arrangez-moi les passages. Je ne pouvais pas les demander aux voisins, je ne connais pas leur situation, pour aller les emmerder avec ça. C'est la responsabilité de l'État. Quand je dis État, ce n'est pas seulement l'État central, mais c'est aussi les communes, etc. Mais j'étais obligé de faire ça moi-même. Vous voyez. Derrière ici, au moment où j'avais commencé à construire ici chez moi, il y avait un ravin qui s'est déclaré. Ah bon? C'était en 2010. Un ravin s'est déclaré. Alors, il y a un voisin aussi, qui était plus ancien que moi ici, il m'a dit, mais qui travaille dans une banque, je crois. Il m'a dit, mais prof, vous savez, les ravins là, va vous rattraper. Hein. Moi aussi, vous n'êtes pas loin de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Lui et moi, nous avons cotisé à l'époque à peu près 1000 $ pour acheter des sacs, mettre le sable et tout, et tout, et tout. Vous voyez que nous sommes obligés d'étirer sur nos maigres revenus pour pouvoir faire les travaux
le minimum qui peut nous permettre à nous, hein, peut-être qui avons aussi des voitures, de pouvoir entrer et sortir. Ouais. Donc aujourd'hui, nous sommes en train, toujours dans notre quartier, de voir dans quelle mesure faire face à cette stagnation permanente de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez sortir, vous devez... qu'est-ce que nous allons nous cotiser pour pouvoir faire ce travail? Voilà où nous en sommes. Quand vous parlez de la vie de Kinshasa, je vous donne les exemples de ce que moi j'ai vu. C'est terrible. Selon vous, que le profil d'un gouverneur qui pourra réussir à amener l'épanouissement dans cette ville? D'abord, au départ, il appartient à quel parti politique? Ça, c'est un. L'UDPS. Voilà. Est-ce que l'UDPS a un projet politique? Il n'y en a pas. Est-ce que l'UDPS sait où il faut amener le Congo? Non. Vous voyez. Donc, à partir de ce moment-là, parce que l'UDPS n'a même pas pu doter le Congo d'un plan. Un plan stratégique de développement, il n'y en a pas. Donc, le gouverneur ne peut que suivre les orientations d'abord du plan. N'est-ce pas? À partir de là, il fait un effort pour faire une planification locale, provinciale. Même les collectivités doivent en avoir, hein, les territoires. Donc, en ce moment-là, à partir de cette petite orientation nationale, tout le monde à la base fait son plan, et lui y compris la ville de Kinshasa. Mais à partir de ce plan-là, vont sortir des programmes sectoriels, n'est-ce pas? Y compris les programmes sur l'assainissement, y compris le programme sur la sécurité provinciale, y compris le programme sur la circulation routière, la gestion des transports, etc. Vous voyez par exemple le nombre de véhicules qu'on appelle esprit de mort qui circulent dans la ville. Combien nous avons perdu de compassion? Mais ces gens-là, ils n'ont aucun papier. Ils n'ont aucun papier, ils circulent comme ça. Mais le compte de son, on n'a plus de permis de conduire actuellement. Mais oui, mais vous me le reveniez. Je ne sais pas, qui doit s'occuper des permis de conduire? Qui régule? C'est l'État. Mais aujourd'hui, qui peut encore appeler quelqu'un l'arrêter parce qu'il n'a pas de permis, etc. Les permis ne sont pas là. Mais je vais vous donner l'exemple d'une province où la province s'est prise en charge elle-même. C'est la province du Nord-Kivu. Là-bas, ils font eux-mêmes leur permis. Là-bas, ils font eux-mêmes leur route. Moi, je suis allé il y a une année à Goma. J'ai dit, c'est pas le Congo ça. On est à Kikadi ou on est en Afrique du Sud. Oui. Ils se sont auto-pris en charge. Si les autres attendent que ce soit le gouvernement central de l'UDPS, qui n'a aucune orientation, qui ne sait pas où il va, qui nous conduit sans boussole, s'ils attendent ça, et puis ils vont vivre dans la vie de Kinshasa. Ils vont vivre. Là-bas, les gouverneurs militaires, là, ils se sont pris en charge. Ouais. Je pense que chaque province devra faire se prendre en charge. Tournons vers la fin de l'émission, mais on ne peut pas tourner cette émission sans pour autant parler de l'éducation nationale. Ouais. Il y a la gratuité depuis un temps. Comment vous trouvez le niveau de l'éducation des élèves et puis des étudiants? Mais justement, madame, je vous ai dit tout à l'heure, avec Dieu, il y a toujours des choses comme des hasards, mais qui ne sont pas. Je vous ai dit que je suis en train d'exécuter un projet. Le Congo, c'est-à-dire où les programmes d'enseignement, les enfants seraient tous formés donc à changer ce qu'était le projet de l'éducation des Belges. Pendant la colonie, les Congolais étaient formés pour soutenir l'œuvre coloniale, n'est-ce pas? D'où, vous savez qu'en 1956, Patrice Lumumba écrit un livre qui s'appelle Congo, terre d'avenir est-il menacé? Dans ce livre, Patrice prône la cohabitation entre vous et les colonisateurs, n'est-ce pas? Mais eux, ils étaient désévolués. Donc à l'époque, ils voulaient leurs avantages en tant qu'évolués, etc. Mais c'est la conférence de Dakar, il est parti en 58, qui va l'ouvrir les yeux. Il va rencontrer des grands leaders panafricains, comme Kwame Nkrumah, il va rencontrer Sékou Touré, il va rencontrer nos amis égyptiens. À l'époque, c'était, je crois, c'était le président Nasser, etc. On lui dira, mais les Algériens aussi. On lui dira, mais surtout Kwame Nkrumah. On lui dira, mais Patrice, de quoi tu parles? L'indépendance doit être immédiate. Quand il rentre, il crée le mouvement national congolais. Et il devient le défenseur d'une indépendance immédiate, n'est-ce pas? Mais à la fois économique, politique, et on comprend son virement
nationalistes, révolutionnaires, on dit qu'il est communiste. Et puis on va les tuer, avec la complicité congolaise. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? Il y a des noms que je n'ai pas envie de citer, mais ils vont faire les complots pour tuer Patrice Lumumba. Alors, tous ceux qui sont restés, ils sont restés dans quel type quelle culture éducative? C'est les programmes de la colonie, les programmes qui font que les Congolais... Vous avez vu l'œuvre de l'armée, comment ça s'appelait à l'époque? La force publique, d'où est issu des hommes comme Mobutu, Moulamba et autres, des officiers prestigieux, mais qui sont tous issus du moule de l'éducation coloniale. Et malheureusement, madame, c'est de ça c'est là-dedans qu'on est toujours. Mais je vous dis, dans mon livre, là, Un avenir pour les Congo, vous verrez, il y a tout un chapitre consacré. Parlons-en directement. Oui. Le professeur Mouteba a écrit un livre, Un avenir pour le Congo. Il y a 2 livres. L'autre, c'est Manuel d'analyse d'évaluation financière et économique de projets de développement pour une meilleure gouvernance des investissements publics. Exact. Professeur, parlons de ce livre, Un avenir pour le Congo. Qu'en pensez-vous? Ce livre est une vision. C'est une vision du développement. Qu'est-ce que peut être un développement endogène et indépendant? Comment mettre en œuvre la pensée de Lumumba, la vision de Lumumba? Lumumba, c'était quoi? C'était ça. Comment le Congo peut devenir autonome, indépendant, n'est-ce pas, à tout point de vue, économique, culturel. Mais d'ailleurs, à côté de Lumumba, vous avez le professeur Mabika Kalanda, qui écrivait déjà dans les années 60, comment dirais-je, la remise en question base de la décolonisation mentale. Madame, nous sommes toujours colonisés dans nos têtes. Vous avez vu que lorsque le président de la République est élu, il a pris, à l'époque, l'ODEP a dénoncé. Cette année-là, il a dépensé plus de 50 millions de dollars dans les voyages à l'étranger. Mais papa, tu vas chercher quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher à l'étranger? La diplomatie agissante. Oui, non, mais ça, qu'est-ce que ça a fait sur notre développement? Qu'est-ce que ça a fait sur la guerre à l'Est? La guerre est terminée. Cette diplomatie, elle a donné quoi? On a dépensé 50 millions. Vous savez, 50 millions de dollars, c'est combien d'écoles dans les voyages? Vous savez combien? Et ces voyages ont continué. Ces voyages ont continué. Vous savez, en octobre 2022, je crois, la présidente de la République m'a proposé d'accompagner le président dans un voyage à Londres. Il était invité pour parler de la transition écologique et je le remercie. Il a pensé que la société civile pouvait aussi donner un point de vue. Et vous étiez parti? Non. Pourquoi? Non, mais c'était un voyage de plus. Vous êtes trop radical, professeur. Non, non. Mais qu'est-ce que j'allais faire dans un tel voyage? Même si le président de la République n'est pas capable de, du moins je le suppose, de redonner à quelqu'un de me tuer ou quoi, je suppose. Parce que quand même, on a le même sang. Quand je vais opposé, alors s'il verse mon sang, il sait ce qui va lui arriver. Donc je pense qu'il ne peut pas le faire. Mais les autres peuvent le faire. Les autres peuvent le faire. Et à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait plus de 80 les forces de progrès de l'UDPS qui étaient dans l'avion. On devait aller ensemble à Londres. Mais j'ai dit non. Il y a des amis qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi on t'appelle toi seul? J'étais le seul dans une civile. Pourquoi tu veux aller? Tu sais ce qui peut t'arriver? Alors, c'est comme ça que, bon, finalement, j'ai trouvé une excuse. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Vous avez eu peur? Non, pas peur, prudent. Prudent, madame. C'est la prudence. J'étais seul de la société. L'on voit le mal de loin. Seul de la société civile. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, on allait me trouver une crise cardiaque dans l'hôtel. Et puis mes enfants qui sont pas loin, mes enfants sont en France, ils seraient venus juste prendre le cadavre pour aller enterrer. Vous voyez? Donc je ne suis pas allé. Mais pourquoi? Parce que il n'était pas normal. Parce qu'en marge des conférences, le président était venu sur pour voir des investisseurs anglais pour, comme je crois, trouver 35 ou 40 millions de dollars pour construire une usine
de fabrication de batteries au Katanga. Est-ce que vous pensez que nous devons aller chercher 40 millions? On vient, Kazadi et ses amis viennent de tout tourner 80 millions. Et nous allons chez tout un président va partir là-bas pour chercher 40 millions de dollars pour venir faire une usine. Vous savez, je ne veux pas même entrer dans l'argent de l'État. Allez à Goma Vert, comme là-bas, à Nord Kivu. Vous savez, il y a des compatriotes que j'aime beaucoup, c'est les bananes. Pourquoi vous savez? Les bananes, c'est l'esprit d'entreprise. Oui, oui. Les grands entrepreneurs. Formidables. Et vous pensez que Mounandé, comme celui qui a construit les grands hôtels, je crois, ou quelque chose comme ça, là, manque 40 millions de dollars pour investir dans une usine ici. Mais pourquoi aller regarder à l'extérieur? Allons seulement au Bakongo ici. Encore des compatriotes que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime tous les Congolais. Mais je dis par rapport à l'esprit d'entreprise, au Bakongo, c'est de trouver des gens. Voilà, rappelez-vous, de Kolo, le papa de celui qui est décédé ici, qui est aussi décédé, rappelez-vous de Kolo. Rappelez-vous qui sont dans des magasins de Kinshasa jusqu'à Mwanda. Qui sont bloqués en commission. Vous voyez, nous ne manquons pas des Congolais qui pouvaient débloquer même 100 millions de dollars pour faire une usine au Congo en collaboration avec l'État. Mais qu'est-ce que moi j'allais faire à Londres? Je ne blague pas, mes idées sont là et je les applique. Qu'est-ce que j'allais faire à Londres? Un voyage. J'ai vécu en Europe 40 ans. Mais je devais aller faire en Europe quoi? Parce que ma famille est toujours là. Oui. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Professeur, regardez la caméra, adressez-vous au public, votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est d'abord, je demande au chef de l'État de renoncer à ces projets au moins néfastes, parce qu'il va nous diviser sérieusement. Et s'il veut le faire, alors qu'il change de méthodologie, qu'il commence d'abord par consulter les Congolais depuis les collectivités locales pour savoir s'ils sont d'accord. Les experts, vous les connaissez, Monsieur le Président. Ils viennent pour votre argent. Ils vont venir pour avoir des primes, n'est-ce pas? Ils vont venir. Mais est-ce qu'ils vous croient? Ils ne vous croient pas. Alors, laissez tomber cette histoire d'experts. Laissez tomber cette histoire de la vie de faire à la base. C'est vrai, mais ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas du tout une urgence. Les urgences sont là. Hein? Planifier le pays. Combattre le chômage. Donner réellement des moyens à l'agriculture. Vous savez, dans notre dernière étude, l'agriculture, jusqu'ici, on n'a débloqué que 0,4% du budget prévu. On vous dit, nous avons prévu 1 milliard. Mais quand vous débloquez 0,4, ça donne combien? Vous voyez, donc faites les choses sérieuses comme ça. Et mettez Kazadi en prison. Il ne peut pas continuer à courir les rues comme ça. Mettez-les en prison, alors nous vous croyons, nous vous croirons. Je serai le premier à venir vers vous pour dire cette histoire de constitution, on peut en parler. Mais mettez-les d'abord en prison. Kazadi doit aller en prison. C'est un fou qui est en train de circuler, de raconter n'importe quoi à gauche, à droite, en mêlant votre... Il ne vous respecte même pas. Ce monsieur ne vous respecte même pas. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez les images de la consultation. Quand ils étaient là avec ses copains, le président entre et ils sont assis. Ils sont assis, oui, je m'en souviens. Et c'est ça qu'il continue. Il continue à parler de vous de manière... Trop de familiarité. Avec trop de familiarité. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Comment ne pas croire que vous êtes complice? Comment ne pas croire que vous êtes complice avec ce comportement-là? Alors, mettez ces fous en prison. Je crois que ça va aider beaucoup. Ça va jouer sur votre crédibilité parce que vous êtes en train de la perdre dans cette histoire d'une manière vraiment... C'est la chute libre, quoi, dans l'opinion. Professeur Floribert Muteba Chitenge, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai beaucoup aimé cet échange. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien Actu 60 hors le plateau. Nous avons reçu le professeur Floribert Muteba, que j'appelle toujours une grande intelligence de mon pays. L'émission était à bâton rompu. On a parlé sur le Centre de développement d'études d'Afrique CEDAR, sur la